Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur un texte assez déroutant du début du XXe siècle. Il s'agit de La clé de la magie noire de Stanislas de Guaita. Un titre qui promet, ouvrir les portes d'un savoir réputé maudit. Effectivement. Et quand on regarde les extraits, on voit tout de suite une démarche très particulière. Guaita, il propose une interprétation qu'il veut scientifique. Scientifique, oui. Des légendes, des faits occultes. Son but, c'est vraiment de dépasser, la simple fantasmagorie, la superstition. D'accord. Notre objectif, alors, ça va être de décortiquer un peu cette démarche. Comment est-ce qu'il essaie de rationaliser des concepts comme la magie, le surnaturel, et même, il en parle, le démon. Il commence d'ailleurs assez fort, Goïta. Ah oui. Il dit « voir, c'est bien. Comprendre vaut mieux ». Ça donne le ton. Il veut écarter les visions un peu spectaculaires du sabbat pour comprendre le démon tel qu'il est. Et il parle de l'éclairer par le feu cosmique. C'est une promesse d'aller au fond des choses, de démythifier, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée, je trouve, c'est sa position sur le mot surnaturel. Il est très critique. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, pour lui, ce terme est galvaudé, imprécis. Sa conclusion est assez radicale. Le surnaturel n'est point. Voilà. Carrément. N'est point. Oui, pour lui, rien ne peut exister en dehors ou au-dessus de la nature. Ce qu'on appelle surnaturel, ce serait simplement des lois naturelles qu'on ne connaît pas encore. C'est tout. Attendez, mais alors, s'il n'y a pas de surnaturel, comment il explique les prodiges, les miracles? Tous ces récits qu'on trouve partout, ce ne sont pas des exceptions aux lois naturelles pour lui. Justement, non. C'est là qu'il reprend une idée qu'il dit venir des sages antiques. Un prodige, c'est, je cite, un effet naturel dont la cause nous échappe. Ah, d'accord. Ce n'est pas une violation des lois de la nature, c'est l'obéissance à une autre loi, moins connue, d'un autre supérieur et plus générale. En gros, il ne nie pas les phénomènes étranges, mais il essaye de les ramener dans le giron de la nature, d'une nature plus vaste, avec des lois cachées. C'est presque une sorte de physique étendue qu'il propose, vous voyez? Je vois, oui. Une tentative d'explication rationnelle, mais avec un cadre élargi. Et quelle serait la derrière tout ça? Le texte parle beaucoup de la lumière astrale. C'est quoi exactement? Oui, alors ça, c'est central chez lui. La lumière astrale, c'est présenté comme le grand mystérieux agent universel. C'est un concept qui revient souvent dans l'ésotérisme, sous différents noms d'ailleurs. Comme quoi, par exemple? Il cite l'akasa des hindous, le feu secret des alchimistes, ou encore l'âme du monde des platoniciens. Pour Guaita, c'est une sorte d'intermédiaire énergétique. Et ce qui est crucial, c'est qu'il la décrit comme indifférente au bien comme au mal. C'est une force neutre, en quelque sorte. Neutre. Donc, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est ça. Elle peut être pliée, dirigée par une volonté forte. C'est ça la force substantielle que les mages ou les sorciers, selon lui, apprendraient à manipuler. Ah, d'accord. Donc ça déplace la question morale. Ce n'est pas la force elle-même qui noire ou blanche, mais l'intention de celui qui l'utilise. Exactement. La responsabilité revient à l'opérateur, à sa volonté. Et Gaïta va même plus loin. Il relie cette force à Nahash. Nahash, le serpent de la jeunesse. Oui, mais attention, il le réinterprète complètement. Pour lui, ce n'est pas un démon, une entité personnelle. Non, c'est un symbole de cette force primordiale, de cette énergie vitale. Il l'appelle le mobile central donné à la matière, une sorte de pulsion fondamentale de l'univers, impersonnelle. C'est audacieux comme réinterprétation d'un symbole religieux aussi fort. On sent qu'il essaye vraiment de construire un système cohérent. Tout à fait. Et pour montrer que ces idées de force cachée pourraient être universelles, même si exprimées différemment, il compare deux grandes visions du monde. Lesquels? D'un côté, ce qu'il appelle l'occultisme occidental, très marqué par l'idée d'une chute, d'un drame cosmique avec Adam, Lucifer et puis une rédemption possible, une vision historique en quelque sorte. Et de l'autre, ce qu'il nomme l'exotérisme oriental. Là, l'univers matériel est plutôt vu comme une manifestation éternelle, cyclique. La chute, c'est plus une allégorie de l'esprit qui descend dans la matière puis remonte. Un cycle sans fin. D'accord. Et ce parallèle, il sert à quoi dans son argumentation? Je pense que ça lui sert à suggérer qu'au-delà des différences culturelles et mythologiques, il y aurait des principes fondamentaux, des lois sous-jacentes communes. Et sa lumière astrale, ce serait une clé pour comprendre ces mécanismes universels. Donc,
Pour résumer un peu tout ça, cette clé de la magie noire, c'est une tentative, assez typique de son époque peut-être, de remplacer la peur, la superstition, par une sorte d'explication rationaliste, même si c'est une rationalité très particulière. Il postule des lois naturelles cachées, une nature élargie, et cet agent universel, la lumière astrale, comme moteur neutre de phénomènes étranges. C'est exactement ça. Et cette volonté de scientifier l'occulte, de le rationaliser à tout prix, c'est fascinant comme démarche intellectuelle. Mais ça nous laisse avec une question, je trouve. Laquelle? Si on accepte cette idée d'élargir la nature pour y inclure toutes ces forces et lois cachées que Guaita postule, où est-ce qu'on trace la frontière alors? Qu'est-ce qui pourrait encore être considéré comme non naturel si la nature elle-même devient potentiellement infinie, pleine de dimensions qu'on ignore? Ça laisse matière à réflexion, non?